quelle est la différence entre de l'émotion et un sentiment? Bon, pour pouvoir comprendre les différenciations entre différents mots, il va falloir qu'on ajuste une définition à un mot, après à un autre mot, et qu'on se tienne à ces définitions-là. La majorité des personnes, lorsqu'elles vont s'engueuler au niveau de problèmes spirituels, ésotériques et même politiques, même familiaux, ça va être surtout parce qu'ils emploient les mêmes mots avec des définitions différentes. Alors donc, je vais donc définir ce que, pour moi, est l'émotion. Je peux définir ce qu'est l'émotivité. Et on peut définir aussi ce qu'est un sentiment. Maintenant, il faudra, pour bien comprendre la suite, si par après je réemploie ces mots à partir des définitions que je vais donner, il faudra qu'on les accepte à partir des définitions que je vais donner. Vous les employez comme vous voulez, mais ne dites pas que, ah ouais, mais une émotion, c'est important, si tout à l'heure, j'ai défini l'émotion comme étant quelque chose de mauvais. L'émotion chez l'homme, disons que le sentiment, c'est lorsqu'il y a une expression extrêmement bénigne, d'une harmonique vibratoire, et cette expression, elle est conscientisée par la psychologie de l'homme, donc l'homme en prend conscience. L'homme a un sentiment. Lorsque le sentiment peut s'approprier des énergies de l'homme pour pouvoir grossir, il finit par devenir une émotion. Et l'émotion peut aller jusqu'à une phase très perturbatrice chez l'homme, qui peut même aller jusqu'à emporter le corps de l'homme dans une inconscience, c'est-à-dire on a les chocs psychologiques où les personnes tombent des pommes, là, parce que psychologiquement, ils vivent des choses trop grosses, souvent émotives. Donc, le sentiment, c'est quelque chose qui est l'expression, et disons que on ne devrait pas permettre à l'émotion, ou au plan de l'astral, au plan psychologique, de s'exprimer plus puissamment que dans un sentiment. En haut de ça, ça peut commencer à devenir dégénérateur pour le corps physique, pour le corps vital, pour le corps mental. Donc, ça peut entraîner des pathologies à la longue. Et on connaît suffisamment de maladies psychosomatiques, presque toutes nos maladies le sont d'ailleurs, pour savoir qu'effectivement, l'émotion vécue, pas l'émotion mal vécue, l'émotion vécue. On a des personnes qui ont des problèmes coronariens ou des problèmes stomacaux, des ulcères à l'estomac, des choses comme ça, parce qu'ils vivent des émotions, ils les vivent très bien, mais des émotions que nous appelons négatives. Et on a d'autres personnes qui vivent des cancers de la rate, du pancréas, parce qu'ils ont trop d'expressions heureuses. Ils rient trop, s'amusent trop, tout le temps. Alors, on n'a pas de mauvaise ou de bonne émotion. On a des émotions. Et l'émotion chez l'homme dégénère son corps physique parce que l'émotion, je ne parle pas du sentiment, le sentiment, vous sentez que vous avez un sentiment. Vous avez le sentiment que vous aimez quelque chose. Parfait. C'est nécessaire de l'exprimer et de le dire à tout le monde. À la chose, si c'est un être humain, vous allez lui dire pour l'attacher. Il faut qu'elle sache que vous l'aimez. Parce que quand elle va le savoir, elle va être attachée. C'est ça, l'amour humain. Ça, c'est tout à fait normal. Sauf que le fait de trop mettre de l'énergie dedans crée une émotion. Et lorsque la chose s'en va, votre auto rouille, votre femme, votre mari ou encore votre blonde, votre chum casse avec vous, ben si c'est un qu'un sentiment, vous n'en souffrirez pas. Si c'est une émotion, cette émotion-là va virer de bord complètement, puis elle va se transformer en une émotion que l'homme va appeler négative, mais c'est la même émotion. Elle est suscitée par le même problème. Combien de personnes sur la planète sont mortes d'avoir trop aimé? Puis combien ont tué parce qu'ils aimaient trop? Ben c'est ça c'est une émotion. Et on ne peut pas dire, oui, mais tu sais, c'est parce que là, lui, là, réellement, il aimait trop. Là. Lui, il dépassait les bornes. Qui va les fixer, les bornes? Le corps physique va les fixer, les bornes. Pas votre corps psychologique. C'est lui qui s'exprime. Lorsque quelqu'un fume, ben fumer juste correct, là, ben c'est comme qu'il fume. Fait que 2 paquets par jour, c'est la limite, c'est ce que je prends. Puis l'autre à côté, ben 2 cigarettes par jour, c'est la limite, c'est ce que je prends. Puis l'autre à côté, 2 cartoons par jour, c'est la limite, c'est ce qu'il prend. Fait que c'est pas votre psychologie qui va déterminer les limites de l'expression dangereuse dans l'émotion. C'est votre corps physique. Dormez-vous bien? Êtes-vous en parfaite santé et en parfaite forme physique? Parfait. Sinon, ben, il y a des choses qui se passent au niveau de votre corps physique qui vont être altérées par votre condition psychologique.
Le sentiment, c'est normal. Le sentiment, c'est la trace qui se fait dans le plan psychologique de l'homme lorsqu'il se passe quelque chose. C'est la relation du plan psychologique avec l'extérieur, le sentiment. Lorsque cette relation prend l'envergure de l'homme au complet, c'est l'émotion. Et cette envergure-là, même si elle est exprimée d'une façon irraisonnée ou d'une façon raisonnable, elle amène quand même des perturbations chez l'homme. Alors, au niveau perturbation, il est bien évident que lorsque vous souffrez, par exemple, d'un ulcère d'estomac, ou vous souffrez de rhumatisme déformant, prenons cet exemple-là, qui va très bien aller d'ailleurs, psychologiquement, la personne a un problème. Et à un moment donné, elle crée un rhumatisme déformant. Les articulations viennent tout croche. Et on a découvert aux États-Unis que si on projetait des films comiques et qu'on faisait rire ces personnes-là presque 12 heures par jour pendant quelques semaines, ils font juste rire, leur rhumatisme s'en va et leurs articulations reviennent normales. Et si on pousse le rire une fois qu'ils sont guéris, ils développent une autre pathologie. Alors, la vibration émotive créée chez l'être humain opère quelque chose dans le plan vital de l'homme et évidemment dans le corps physique. Donc, si tu es malade, tel genre de vibration contrecarre la maladie et lorsque tu es en santé, ben là, elle déforme ailleurs. Alors, il faut donc que la personne s'arrange pour avoir un équilibre. Alors, et la nature vous donne l'équilibre, mais l'homme, maintenant, elle perd l'équilibre. Si vous voulez être heureux et ne pas en être malade, vous allez devoir être malheureux aussi souvent que vous allez être heureux. Et cela, c'est équilibré. Et physiquement, vous allez être équilibré. Trop malheureux, trop heureux, maladie. Maladie amène le malheur. Alors, celui qui est malheureux qui sera malade, il sera malade. Celui qui est heureux qui sera malade se réharmonise, puis redevient heureux, parce que la maladie le rend malheureux. Donc, il s'équilibre. Le sentiment, c'est la trace laissée par un événement dans la psychologie de l'homme. Si le sentiment grossit, prend de l'énergie pour devenir l'envergure de l'homme, l'homme devient émotif, l'homme devient l'émotion, tu es la colère, tu penses du moins, tu es la peur, tu es l'angoisse, tu es la jalousie, tu es l'amour total et planétaire, ben tu risques de payer. Le sentiment, pas de problème. L'émotion, c'est d'autres choses. Et chaque fois que vous avez un sentiment, il ne se passe rien dans votre corps physique. Chaque fois que vous avez une émotion, par exemple, votre cœur s'accélère, vous transpirez, il se passe des choses. C'est ça le problème. Les sentiments, pas de problème. Les émotions. Si les paroles des autres sont une question de résonance au niveau de notre psychologie, pourquoi les parents s'offensent-ils tant d'entendre leurs adolescents répliquer? Deuxièmement, que pensez-vous de la politesse? Je ne sais pas si c'est un adolescent qui pose cette question-là. J'espère que son père et sa mère ne sont pas ici. Bon, la politesse, c'est une diplomatie nécessaire parce que créée par la société, créée par l'homme qui a décidé de camoufler, c'est-à-dire que la politesse, c'est d'être capable de faire comme si on ne s'apercevait pas de ce qu'on voyait chez les autres. La politesse, c'est de faire le cave un peu. Politesse. Je parle de faire le cave, faut s'entendre. Si tu rentres quelque part et tu n'es pas capable de passer là sans recevoir un coup de baguette sur la tête parce que tu n'as pas dit bonjour, monsieur, comment allez-vous ce matin, ben évidemment, t'es cave si tu le dis pas. Fait que tu rentres, tu dis bonjour, monsieur, comment allez-vous ce matin, puis le gars, tu es content, le gars, il t'ouvre la porte. Hein? Là, tu rentres. Mais le cadre social fait qu'à un moment donné, si toi tu arrives, on en a parlé à un moment donné à la radio puis une fois en conférence, si tu as un peu de moutarde après la moustache, la politesse fait que personne ne le voit. Parce qu'il ne faut pas qu'il perde la face. C'est ça la politesse. Alors l'homme nouveau n'est pas poli parce que lui n'est pas impoli. Alors moi je peux te dire, crime, t'as encore de la moutarde. Tu vas dire, ah oui, ben parfait, tu l'autre, tu mets ça là, puis c'est réglé. Hein? Bon. Alors la politesse, elle est totale chez l'homme nouveau parce qu'il n'y en a pas. Elle n'est pas nécessaire. Qui, comme je disais, qui souffre de l'impolitesse? Le poli, pas l'impoli. Fait que l'impoli, il souffre pas de la politesse, puis il souffre pas de l'impolitesse, puis le poli, c'est lui qui sait vivre, ben c'est lui qui souffre. Fait qu'il paye pour savoir vivre. S'il rencontre quelqu'un de poli à son niveau, tout va bien. S'il rencontre un impoli, il est frustré. Puis l'impoli, il soit en balance. La politesse, c'est l'art de faire comme si on ne voyait pas les défauts des autres. C'est ça, la politesse. Et c'est utile lorsque l'homme communique d'ego à ego. Mauditement utile. On ne serait même pas vivant à sa planète s'il n'y aurait pas eu de politesse. Mais lorsque l'homme peut communiquer de mental à mental, il n'a plus besoin de politesse. Crime d'une tache de moutarde sur sa moustache, ben ôte-la, t'en mets là, puis c'est tout.
il y a plein de monde qui sont dans leur ego puis qui vont rire, qui vont se sentir mal pour toi. Parce que là, même ça, se sentir mal pour l'autre. C'est fréquent, ça. Lorsque... Bon, même pas. Je l'ai compris. Ça fait encore partie des règles de communication de l'homme ancien, mais Oui, c'est utile au niveau d'un parce que c'est une contact diplomatie pour mental, l'instant, tu n'as pas le choix, parce que l'autre ne peut pas comprendre que toi, tu sois direct. Mais ça, c'est la deuxième partie de la on question. respecte ça parce qu'on le comprend. Faut le respecter, c'est même intelligent de le faire, comme tout à l'heure je te disais. Si le gardien de la compagnie où tu travailles, lui, il te fait pas rentrer si tu lui amènes pas un cadeau, ben amène un cadeau. Ou ben non, ben convertis-le. Mais tu sais, fais quelque chose. Mais si tu penses, comme exactement, un policier vient de donner une contravention, tu l'envoies promener. Ben, il va peut-être aller promener, mais il va rire en crime parce que tu as payé sa promenade. Fait que dans ce temps-là, ben sois plus brillant puis sois poli. En plus, si t'es dans le tort, ben si tu veux pas être poli, ben au moins insulte-le pas, parce que c'est rare que les policiers arrêtent le monde qui sont pas dans le tort. De toute manière, ceux qui payent une contravention qu'ils méritent pas, ben ils la payent pour toutes les fois qu'ils ont fait de quoi puis qu'ils ont pas été pognés. Ben. Si les paroles des autres est une question de résonance au niveau de notre psychologie, pourquoi les parents s'offensent-ils d'entendre de leurs adolescents répliquer? Parce que l'éducation que nous avons donnée aux enfants pour qu'ils deviennent des parents de façon à ce qu'ils éduquent leurs enfants, c'est de là que ça part, ben, le parent a raison. Et le père et la mère ont priorité sur la connaissance dans la famille, et c'est eux autres qui doivent avoir le dernier mot. Parce que l'enfant, étant jeune, étant adolescent, étant tout frais naissant, eh bien, il ne peut pas en savoir plus que les parents. Ça se fait pas. Parce que les parents croient qu'ils ne sont pas capables d'enfanter quelque chose de supérieur. Les parents croient qu'ils ne sont pas capables d'éduquer suffisamment bien leurs enfants pour qu'ils deviennent intelligents plus vite que les autres. Ils ne pensent pas qu'ils peuvent faire ça, les parents. Ils se croient imminables, c'est le cas de le dire. Alors, ce qui fait que lorsqu'un enfant réplique, ben, le parent ne le prend pas parce que l'enfant devrait dire « Oui, papa. Oui, maman. » C'est tout. Les professeurs ne le prennent pas plus. Puis, dans l'administration sociale, on ne le prend pas non plus. Allez dire à un juge ce qu'il doit faire. Il ne faudra pas qu'il y ait beaucoup d'ego pour ne pas vous coller 2-3 jours de plus de prison. Parce que même si vous avez raison, vous pensez par passer par le protocole. Devenez avocat, devenez juge et venez me parler. Sinon, mais il y a des juges qui sont corrects, en passant. Alors, ce qui arrive, c'est que l'ego, l'orgueil des parents fait qu'ils ne peuvent pas admettre que... Mais regardez ceci. Ça vous a pris, par exemple, 30 ans avant de comprendre quelque chose. C'est donc normal que vos enfants bénéficient. Donc, c'est normal qu'à l'âge de 12 ans, ils comprennent ça. C'est donc normal qu'à l'âge de 14 ans, ils posent des questions que vous n'êtes pas posées à l'âge de 14 ans. C'est donc normal qu'à l'âge de 16 ans, il y ait un point de vue que vous n'avez peut-être même pas encore. Puis c'est grâce à vous. Pas à cause, c'est grâce à vous. C'est tout à fait normal. Mais les parents ne comprennent pas ce mécanisme-là. Moi, quand j'ai suivi des cours de judo longtemps ici, et à un moment donné, j'ai fait une compétition avec mon professeur, qui était à l'époque un des champions qu'on avait au Canada. Il y en avait 3 d'ailleurs. Il y avait chacun des écoles. Et puis, à un moment donné, je l'ai battu. Mais une fois parmi 40 combats. Parce qu'à un moment donné, ça arrive, hein, que tu es chanceux. Ou que lui fait une erreur que tu peux profiter. Tout le monde dans la classe m'a rire. Le prof, il se lève en riant lui avec, puis il dit « Hey, vous êtes cave. Si un prof n'est pas capable de bâtir des élèves supérieurs à lui, ben il vaut rien. » Effectivement, le parent, c'est pareil. Si le parent n'est pas capable, imagine-toi si toi, ton orgueil fait que tes enfants doivent toujours être inférieurs à toi. Mais leurs enfants vont être inférieurs aux autres. Puis leurs enfants inférieurs aux autres. Une chance pas ça qui se passe, c'est toujours supérieur. Fait que les parents qui l'acceptent pas, c'est quand même supérieur, mais c'est le même qu'on avance. Alors, qu'est-ce qui fait ça? C'est que les parents n'ont pas compris ce mécanisme-là. Mon enfant, il a 12 ans, puis il m'apprend des choses, mais il ne m'apprend pas spirituellement, il me parle d'en face. Puis quand il a raison, ben il a raison. Puis quand il a tort, ben je lui parle d'en face. Puis à un moment donné, il va accepter quand j'ai raison, parce qu'il va raisonner. Mais si toi, une fois qu'il a raison, moi je l'envoie promener, ben quand j'envoie raison, il va m'envoyer promener lui avec. Parce qu'à un moment donné, moi je me ferme, ben il se ferme, c'est simplement ça. Puis on a déjà parlé des conflits de génération, il n'y en a pas. Les adultes s'entendent pas entre eux autres, s'entendent pas avec leurs enfants. C'est pas un conflit de génération, personne ne s'entend. Comment canaliser l'énergie physique et vitale chez un enfant hyperactif? Bon, l'enfant hyperactif,
a une facilité qui n'est pas, disons, qui est presque pathologique, d'exprimer ses énergies psychologiques instantanément et continuellement par le corps physique. Alors, dépendant de l'âge de l'enfant, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Bon, disons qu'il y a des choses que je pourrais amener ici, mais qui pourraient être dangereuses si elles sont mal faites, parce qu'il y a des ondes de forme qu'on peut employer, disons, pour alléger un peu le fardeau disons, de l'hyperactivité infantile, mais disons que ça serait pourrait être dangereux. La meilleure chose à faire, c'est d'arriver à pénétrer le champ psychologique de l'enfant encore là. Disons que, pour être bien honnête, là, il n'y a pas grand monde présentement qui serait capable de faire quelque chose avec un enfant hyperactif. Canaliser son énergie dans les arts martiaux, quelque Ouais, chose c'est comme ça. ça, peut-être? Autrement, ce qu'il faudrait faire, ce serait de pénétrer sa psychologie pour aller chercher, pour trouver qu'est-ce qui s'exprime trop radicalement, immédiatement dans le corps physique, pour donner un support à cette expression-là ailleurs. Les arts martiaux, la peinture, un hyperactif peut aimer peinturer, mais habituellement, il va surtout aimer détruire, démolir. Parce que les hyperactifs sont du monde, habituellement, vont tout casser, vont démolir, vont faire mal à leurs amis, etc. Alors, normalement, il y aurait les arts martiaux, mais encore là, ça dépend de où on les envoie, parce que d'un hyperactif, on peut en faire un bon batailleur de rue. Hein? Ça dépend où on l'envoie. Mais effectivement, les arts martiaux, pas le karaté, l'aïkido, non, ça dépend de l'âge. Disons que si ça intéresserait la personne, c'est que de 12 ans en descendant, le judo, c'est parfait. 6 ans, aller à 12 ans, le judo, c'est ce qu'il y a de mieux pour replacer un hyperactif, à la condition que le professeur vienne pas fou avec. Parce qu'à un moment donné, ça part. J'en ai souvent eu des hyperactifs comme élèves, et puis ça allait bien. Sauf que, comprenant l'hyperactivité chez un enfant, bien évidemment, on l'accepte. Alors, il faut donc avoir un professeur qui est compétent, un éducateur qui se sert du sport pour éduquer, pas un éleveur, puis pas un fabriqueur de combattants puis de compétitionneurs. Là. En haut de 12 ans, l'aïkido peut servir, le judo peut servir, toujours pas le karaté, parce qu'ici, on n'a pas suffisamment on n'a pas d'éducateurs dans le karaté qui pourraient s'occuper, il n'y en a pas. Bon, puis je sais pas que je les connais pas toutes, mais j'ai vu ce que ça donnait suffisamment. Il n'y en a pas. Alors, ce serait le judo, l'aïkido, puis de 6 ans à 12 ans, ce serait le judo. Pourquoi? Simplement, là, c'est pas qu'il n'y a pas, etc. C'est simplement que l'enfant a besoin de se battre. S'il se bat en karaté, il y a des problèmes. Il n'y a pas de karaté aux Olympiques. Ils l'ont éliminé aux Jeux du Québec parce qu'il y avait trop de problèmes. Les parents et les éducateurs chicanaient les enfants quand ils perdaient le combat. Au niveau du judo, tu as un combat qui est réel. Donc, tu épuises ton énergie psychologique qui est trop grande dans le combat réel et tu ne peux à peu près pas te blesser. Donc, tu ne retrouves pas ça dans aucun des autres arts martiaux. En Aikido, tu peux canaliser cette énergie-là dans le contrôle, mais il n'y a pas de combat en Aikido. C'est pour ça qu'en bas de 12 ans, c'est pas suggéré. L'enfant va être totalement impatient là-dedans, puis il va s'ennuyer à mort. Alors, il y aurait le judo, entre autres, oui. Est-ce utile d'écouter des cassettes d'une conférence après avoir entendu cette conférence? En écoutant une cassette, n'avons-nous pas tendance à intellectualiser l'information? Bon. Je ne dirais pas que c'est pas utile, parce que mon boss ne m'aimera pas. Il y a une seule façon d'écouter une cassette pour que cette cassette-là soit créative et constructive chez l'homme. Il y a une façon. Et cette façon-là, c'est de l'écouter les yeux ouverts. Très attentif, c'est ce que je veux dire. La personne qui est dans son lit, avec des écouteurs, et puis qui se laisse aller à écouter une conférence, il y a un très gros danger. Danger de se laisser assujettir par le conférencier à un moment donné, c'est-à-dire que c'est plus elle qui va penser, ça va être l'autre. Vous devez écouter, c'est très bon, aucun problème, exactement comme quand on lit un livre, vous devez être attentif puis écouter chaque chose qui se dit. Puis à un moment donné, le clic. Ça, là, ça a-tu de l'allure ou non? Mais pas faire la cassette au complet sans jamais vous interviewer, vous poser des questions. Ça, c'est pas bon. En conférence, on peut pas arrêter de conférencer tout le temps, mais on a une période de questions. Mais lorsqu'on écoute une cassette, il faut l'écouter puis savoir ce qu'on fait. Et là, on va être capable de sortir des choses créatrices, d'éliminer ce qui ne fait pas notre affaire pantoute, d'arrêter pour réfléchir. On va savoir ce qu'on va faire. Mais c'est la seule façon d'écouter des conférences sur cassette. Il n'y en a pas d'autre. S'oublier pendant qu'on écoute ça, là, très, 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 très mauvais. Très dangereux.
Est-ce que le fait de mentir, là, c'est une dépense d'énergie? Le mensonge dépense de l'énergie. Sachons bien que le fait d'avoir à s'expliquer, c'est une dépense d'énergie. Maintenant, lorsque c'est plus diplomatique, lorsque c'est plus économique en énergie, lorsque c'est plus écologique de s'expliquer que de ne pas le faire, vous savez, vous allez devant un juge et vous ne voulez pas vous expliquer parce que c'est pas économique, c'est en énergie, puis vous passez 10 ans en prison, ben vous êtes mieux vous expliquer. Bon, alors, il y a un moment donné qu'il faut voir simplement ce qui se passe. L'enfant qui ne s'explique pas devant ses parents parce que c'est une perte de temps, les parents ne comprendront pas, mais qui mange une volée à la place, puis qui reste une semaine dedans de sa chambre, ben, il aurait été mieux de raconter n'importe quoi. Puis c'est pour ça que l'homme permet le mensonge, même si l'homme condamne le mensonge. Parce que sachons bien que dans nos sociétés, vous acceptez sans doute de mentir, mais vous n'acceptez pas que les autres vous mentent. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il ne fallait pas mentir. Mais ceux qui enseignent qu'il ne faut pas mentir sont souvent de très gros menteurs, mais ce qu'ils veulent, parce que les parents se mentent régulièrement, mais enseignent à leurs enfants à ne pas mentir. Mais les parents mentent à leurs enfants régulièrement. On répond jamais comme il faut aux questions des enfants, puis on leur compte un paquet de ballons. Mais on ne veut pas que les enfants le fassent, parce que nous autres, on veut savoir ce qui se passe. On ne veut pas que les autres sachent ce qui se passe chez nous. Alors, ce qui fait que le mensonge est automatiquement accepté dans notre société. Et l'homme, qu'est-ce que c'est un mensonge? Lorsque je dis que telle montagne est belle, vous prenez le mot belle selon votre psychologie. Alors, pour certains, c'est telle chose, un autre, c'est telle autre chose. Puis si je compare le beau d'un autre avec un autre, lui va dire, ben non, toi, c'est pas beau, c'est extraordinaire, ce compte-là, c'est pas beau. Il n'y a pas d'extraordinaire, il y a du beau. L'autre va dire, ben non, crime, toi, si tu me parles là, c'est neutre. Puis là, on va s'astiner, puis moi, j'ai dit le mot beau. Autrement dit, si je dis que la montagne est belle, je compte une menterie. Pourquoi? Parce que chaque personne la voit à sa manière. Je la vois pas en tout comme moi je veux l'expliquer. Ça fait qu'en partant, je peux pas dire la vérité. La vérité, ça se dit pas, ça se compte pas, ça n'existe pas. Le mensonge n'existe pas plus. Alors si moi je dis, pardon, des choses qui, je me permets de vous le dire parce que vos enfants sont pas ici, que le mensonge, c'est quelque chose qui est extrêmement créatif. Mais il y a qu'une chose qui est importante, et c'est la seule loi qui vient régir la vérité ou le mensonge, disons, dans le plan de la communication, c'est la loi de cause et d'effet. Lorsque vous dites quelque chose qui est la vérité à quelqu'un, et que cette personne-là est détruite pour ça, vous allez payer un bon prix pour ça. Parce qu'il n'est pas question de morale, il est question d'écologie. Ouais, je sais bien qu'il s'est suicidé, mais j'ai dit la vérité, je sais pas pour dire mentir. Mais non, cache-toi avec ta morale. Mais les psychologues en comptent des menteries, les médecins en comptent des menteries, les policiers, les juges, tout le monde en compte des menteries, puis ça crée une certaine harmonie. Mais quand vous mentez, sachez mentir. Et il faut mentir seulement lorsque c'est créatif de compter, d'inventer, donc de mentir. Et il faut dire la vérité lorsque c'est créatif de dire la vérité. Quand je parle de vérité, je parle de communication. Seulement. La vérité, elle existe au niveau des mots. Si je dis les bons mots qui cadraient dans la psychologie de la personne pour qu'elle pense que ce qui s'est passé, ça fit avec les mots que j'ai donnés, c'est la vérité. Mais la vérité, c'est rien que ça. Ça s'arrête la vérité. Alors, ce qui fait que mentir ou dire la vérité, vous mentez régulièrement, vous comptez des vérités régulièrement, et puis il se passe toujours un paquet de choses. Présentement, au Mexique, il y a eu un tremblement de terre. Y a-t-il quelqu'un ici qui a une personne au Mexique? Alors, si elle va à Air Canada ou elle va au gouvernement, ou un bureau du gouvernement pour savoir si on a des nouvelles de cette personne-là. La personne, elle est là, puis elle pense fondamentalement que tous les Québécois là sont morts. Alors, elle va vous dire la vérité. Pas grand chance qu'elle soit vivante. Elle a été sincère. Mais ça va-tu vous arranger? Puis pendant 3 semaines de temps, vous vous mortifiez. La 4e semaine, la personne arrive, elle cogne chez vous, puis elle vous fait mourir une crise de cœur. Tout ça au nom de la vérité. Alors, la personne est bien convaincue qu'il n'y en a pas, mais elle vous répond, ben, il y a des grandes chances qu'on en retrouve plein de vivants. Attendez un peu, là, on finit par avoir des nouvelles, là, mais pour l'instant, on n'a pas tous les noms, il y a quelques morts, c'est sûr, là, mais bon, raconte des menteries, c'est pas ça qu'elle croit. Puis qu'est-ce que c'est la vérité? C'est ce que tu crois ou qu'est-ce qui s'est passé? Où on peut déterminer ça, la vérité? Moi, je dis que par exemple, bon, je suis bien convaincu qu'au Mexique, tout le monde est mort. Alors, est-ce que je peux dire ça? C'est-tu la vérité ou pas la vérité? Ben non, il faut que je m'informe. Alors, si j'ai la personne, je suis pas au courant, qu'est-ce qu'elle va dire?
Et non, ils sont au gouvernement, eux autres, sont en contact avec le Mexique, puis ils me disent qu'ils sont pas au courant. Ah, les maudits menteurs, ils cachent tout. Ah oui, mais d'abord, on m'a compté de mentir. On m'a dit que je suis au courant. Tout va bien. Puis là, la personne est morte. Encore un beau menteur. La vérité, le mensonge, sachez simplement que c'est un moyen de communication et qu'on a inventé la morale de la vérité simplement pour mieux manipuler les individus pour les assujettir. Lorsque vous commettez un péché, il y a une seule manière de vous faire pardonner. Cette manière-là, elle est duelle. Elle est bipolarisée. Vous devez vous pardonner et pour avoir une paix karmique, c'est-à-dire pas m'avoir une claque derrière les oreilles à un moment donné, vous devez aussi vous arranger avec la personne ou avec les personnes envers qui vous croyez avoir commis cette faute. Mais à un moment donné, on a créé quelque chose de salutaire pour l'homme, on a créé la confesse. La confesse, par contre, travaillait sur un plan de cette dualité. Elle permettait à l'homme de se pardonner. La personne s'en allait parce qu'elle ne se sentait plus coupable. Première partie. La deuxième, non. Le gars que tu as craché dans le visage, même si ça confesse, on t'a pardonné, si lui décide de te tuer, il va te tuer. Alors, tu as été pardonné, donc au niveau de culpabilité, tu te sens mieux. Par contre, ça permettait à différentes églises de tout savoir ce qui se passait dans la population. Mais il ne faut pas rire, parce que c'était génial. Premièrement, de structurer la population qu'il ne l'était pas. Alors, il fallait bien savoir ce qui se passe. Puis l'Église n'a pas si mal structuré que ça. Elle a commis des bévues. Je ne dis pas que je suis pour l'Église, je ne dis pas que je suis contre l'Église. Mais il faut voir les choses comme elles sont et comme elles ont été. Par contre, l'immensité d'humains qui n'avaient pas saisi les critères, disons, énoncés par le Nazaréen convenablement, ceux qui avaient été manipulés par les prêtres de l'époque, chez qui on avait inculqué le péché, ceux qui se sentaient coupables au point de se suicider, de se brûler, de s'immoler, ceux qui se sentaient coupables à ce point-là, ben, ont resté vivants parce que l'Église a instauré la confesse. Alors, ils ont su tout ce qui se passait partout, d'accord? Des prêtres ont ambitionné, des parcelles des églises ont ambitionné, pas tous. Par contre, l'homme avait un fardeau de moins. Le péché, le mensonge, c'est des critères sociaux pour manipuler les groupes. Mais vous devez savoir, vous autres, quand est-ce que... Parce que le mensonge, là, ça n'existe pas, puis la vérité n'existe pas non plus. Quand vous avez une relation avec quelqu'un, sauvez de l'énergie. Sauvez la vôtre, premièrement. Puis deuxièmement, sauvez celle de l'autre. Si ça se fait, sinon, banzai. Sauvez la vôtre. Alors, lorsqu'on doit dire une vérité, qui va décider que c'est la vérité? L'autre. Bon, fait que dites ce que vous pensez qui va être le mieux pour l'autre, puis si l'autre dit que c'est un mensonge après, pas grave. S'il dit que c'est une vérité après, pas plus grave que ça. Mais regardez, par exemple, le nombre d'hommes ou de femmes qui se chicanent de temps en temps parce que la femme pense que son mari la trompe. Son mari ne la trompe pas. Alors, il arrive un soir, puis il dit la vérité. Puis elle estime que c'est un maudit menteur. Il faudrait qu'il compte une menterie pour qu'elle dise « Ah, je le savais, enfin, tu me dis la vérité! » Donc, il compte des menteries. La vérité, cherchez-la pas, c'est toujours l'autre qui va décider si vous dites la vérité ou non. Fait que cassez-vous pas la tête. Donnez-y ce qu'il y a besoin, puis donnez-y ce qui est le plus créatif. Vérité, mensonge, oubliez ça, ça n'existe pas. Vous n'avez pas parlé de l'arrêt du gaspillage d'énergie mentale. Pouvez-vous nous en glisser un mot? Bon, j'en ai pas parlé clairement parce que, disons que c'est pas long. À l'instant même où l'homme cesse de gaspiller son énergie psychologique, la psychologie de l'homme, elle est conçue d'une façon assez bâtarde. Pour que l'homme sache qu'il est là, pour que l'homme sache qu'il vit, il doit continuellement énergiser sa psychologie. Pour énergiser sa psychologie, l'homme va vivre des émotions.
Et la psychologie a besoin de savoir qu'elle vit. Elle n'a pas besoin, pour savoir qu'elle vit, de vivre heureuse ou de vivre malheureuse. Elle a besoin d'exprimer des émotions. C'est pourquoi une émotion de bonheur parfait peut virer en malheur total, instantanément. La psychologie le permet. Tout ce qui est important, c'est que vous exprimez. Exprimant, vous exprimez des énergies qui sont reprises par votre ego. Donc, vous vous nourrissez. Lorsque votre psychologie manque d'énergie pour s'exprimer, elle en prend dans le plan vital, ce qui va dégénérer en expression physique, en pathologie, maladie psychosomatique. Avant de puiser dans le plan vital, souvent, elle va aller chercher le mental. Ce qui va faire que plus vous avez d'émotions, moins vous êtes capable de réfléchir lucidement. Parce que plus votre énergie psychologique s'autogruge, plus elle aura besoin de compenser en prenant de l'énergie dans le plan mental ou dans le plan vital. Elle va souvent commencer par le plan mental, donc elle va vous empêcher de voir clairement. J'étais en colère, j'ai pas vu ce que je faisais. Tu peux pas le voir, tu n'existais plus. Mentalement, ton énergie était carrément assimilée par le plan de l'astral, par la psychologie, et tu n'existais plus au niveau mental. Tu n'as donc pas pu être là, être présent mentalement dans ce déboire parce que tu n'étais plus vivant. Tu avais été digéré par ta psychologie. Économiser l'énergie mentale, c'est simplement s'arranger pour que la psychologie cesse de venir têter, de venir puiser dans le plan du mental. Et automatiquement, mentalement, on ne gaspille pas d'énergie mentale. On n'en gaspille jamais. Pas pour l'instant, en tout cas. Alors, la grosse solution à l'énergie mentale, c'est de travailler d'une façon colorée. Travailler d'une façon colorée au niveau mental, c'est de ne pas être capable de voir les choses comme elles sont. Alors, voir une chose comme elle est, cela pourrait être une chose facile, là. Disons que je parle souvent d'accidents, mais j'aimerais bien trouver un autre exemple à un moment donné. Mais c'est ce que l'homme perçoit le plus facilement. Hein? Vous voyez un accident, puis vous braillez, ben c'est parce que vous ne voyez pas l'accident. Vous voyez ce que vous auriez aimé voir à la place. Puis vous voyez que c'est pas ça qui est là, fait que ça crée un conflit chez vous. Lorsque vous... Ben, tiens, un exemple encore plus facile. Avec la question sur les enfants et les adolescents qui répliquent. Est-ce que c'est intelligent d'éduquer son enfant? Bon. Lorsque l'enfant ne comprend pas et que l'enfant devrait comprendre un critère qui est tout à fait logique, on le chicane si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire. Et quand est-ce que c'est nécessaire? Ah, là, on a un problème entre le mental et l'astral. Quand est-ce que c'est nécessaire de chicaner un enfant? Quand? Ben, quand il ne comprend pas. Ouais, en le chicanant, il va comprendre? Ben, essaye. Mais si tu chicanes et qu'il ne comprend pas plus, essaye de le chicaner parce que là, c'est psychologique. Ton critère mental est coloré par ton ego. Tu chicanes souvent parce que tu es écœuré qu'ils ne comprennent pas. Pas parce qu'ils ne comprennent pas. Alors, mentalement, tu pourrais dire, tiens, il fait telle chose, fait que si je fais telle chose, il devrait faire telle chose. Fait que cette punition-là n'est pas bonne. Telle affaire, puis là, il fait encore des mauvais coups, fais-en, bonhomme. Pour l'instant, je sais pas quoi faire, j'y pense. Fait que casse-en des vitres, m'en en payer des vitres. Si je le chicane, il va encore en casser, puis moi, je fais que retarder. Un jour, il en cassera plus parce qu'il va avoir tellement peur de se faire chicaner, mais il ne sera pas un être intelligent. C'est un esclave. Il le fera pas parce qu'il va avoir peur, pas parce qu'il comprend. La journée qu'il n'aura pas peur, tassez-vous de là. Alors, ce qui fait que si je suis mental, je raisonne. Et je me dis, ben oui, c'est vrai, telle punition, peut-être que là, il pourrait comprendre telle chose, puis si j'y explique telle affaire, parfait. J'amène mon enfant, il est en cas de casser des vitres, puis là, je le mets en pénitence. Là, il me traite de gros chien. Tout mon cheminement mental lucide, est-ce qu'il reste lucide? Oh, me passe! Puis là, ouais, l'éducation plus tard. Ça. Encore une fois, ma psychologie est venue têter mon énergie mentale, puis elle a tout pris ce qu'il y avait là-dedans, puis j'ai agi en homme émotif, en homme ancien. J'ai pas éduqué. On élève des enfants, n'est-ce pas? Comme on élève des animaux. On les élève. En troupeau. On les éduque pas. Mais il faut éduquer. Et si t'es un gros chien, ouais, pas de face. C'est normal qu'ils répondent de même. Dans l'état où c'est tout à fait normal. Bon. Oh ouais, m'a te mordre, par exemple, si tu continues à crier.
Fait que là, lui, il tue plus, parce qu'il y a une guerre d'ego, puis la guerre d'ego entre son ego et le tien, il n'existe pas. C'est un être mental qui est en train d'observer un être astral, un être psychologique. Fait que là, ouais, c'est pas long. Là, tu vas t'en aller là, puis tu sais quelqu'un à fnac, puis là, tu expliques tout ça, puis quand il faut que tu cries, parce que tu as besoin de lui donner un peu d'énergie, mais tu le sais que tu cries pour lui donner de l'énergie. Pour qu'il se ferme à un moment donné. Pour qu'il t'écoute. Pour qu'il arrête de rire de toi. Tu y en donnes. Pas parce que tu souffres mal qu'il rit de toi. Parce que s'il rit de toi, tu n'arrives pas à pouvoir l'éduquer. Alors, si ça c'est un critère d'éducation, arrange-toi pour qu'il cesse de rire de toi. Pas parce qu'au niveau de ton ego, tu n'arrives pas à le supporter. Alors, la différenciation entre le plan mental et le plan de l'astral, le plan de la psychologie humaine, et de quelle façon la psychologie vient colorer le plan mental, ben c'est comme ça. On part avec des très bonnes attitudes, puis le moindrement qu'égoïquement parlant, on se fait accrocher, on perd toutes nos bonnes attitudes. Les policiers, c'est la même chose. Ils ont des bonnes attitudes quand ils commencent à devenir policiers, puis 15 ans après, la majorité sont devenus des policiers égoïques. Puis on les traite de chiens parce qu'ils sont devenus chiens parce qu'on les a traités de chiens. Pas tous, la grande majorité. Les autres deviennent alcooliques, ils ont des gros problèmes parce qu'au niveau de leur conscience professionnelle, c'est pas ça qu'ils voulaient faire. Alors, à un moment donné, tu arrives très lucide, tu as tout programmé, tu es parfait. Les professeurs d'école ont le même mot du problème. Ils n'endorment pas chez eux. Puis il y en a un paquet qui ont des problèmes de dépression. Alors, à un moment donné, ils arrivent à l'école, ils ont toutes des idées, tout ça, c'est parfait. Puis là, il y en a un qui rentre, une journée là, lui, puis là, lui, il file pas. Là, ça, il tente de tirer des papiers sur le tableau avec un crayon. Puis il en tire dans l'oreille du voisin, puis à un moment donné, paf, par erreur, sur le nez du prof. Bon. Là, le prof, il fait quoi? Avec toute sa théorie éducative. Si c'est un être mental, il n'en souffrira jamais. Il va être capable de voir tous les points faibles de la psychologie de l'agresseur pour être capable de l'éduquer. Pour faire en sorte qu'un jour, chez lui, il se prenne en main. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça l'éducation. Mais l'être psychologique, il va gorocher son dictionnaire par la tête de celui qui vient de tirer son papier. J'ai déjà fait ça à mon prof, puis c'est un gros livre de français qui s'est envenu. Moi, je me suis penché, puis c'est son chouchou qui l'a reçu. Mais j'ai payé encore plus ce réflexe, parce que le chouchou broyait, puis le prof, il broyait encore bien plus. Alors là, le directeur a pu me connaître, j'ai pu connaître le directeur, et on s'est entendu, parce que j'étais suffisamment intelligent pour aller pousser plus loin. Bon. Mais c'est ça le problème. Le mental est coloré parce que vous avez souvent pris des décisions mentales intelligentes, non pas seulement intellectuelles, mais réellement intelligentes. Fonctionnelles, qui auraient pu vous transformer efficacement. Mais toi, fois, votre psychologie paresseuse, votre psychologie colorante vient, puis tout passe dans l'oubli. Vous voulez être pacifique, vous voulez être en paix, tout va bien. C'est parfait. Maintenant, êtes-vous réellement en paix? Pas de problème. Moi, vous amenez prendre le métro à l'heure de pointe. Première initiation. On va voir jusqu'où votre paix vous habite. Deuxièmement, je paye un gars pour qu'il aille vous piler ses pieds. On va voir jusqu'où vous êtes en paix. Puis si après tout ce que je peux faire, vous êtes non seulement en paix, mais vous avez même éduqué ceux qui venaient vous voir, c'est que vous êtes mental. Puis si vous êtes mental, vous êtes en paix. Mais sinon, ben à un moment donné, la moutarde vous monte au nez. Puis quand elle sort du nez puis qu'elle se pogne après la moustache, faut pas le dire. C'est la même chose. On a parlé de l'énergisation des corps physiques, vital, astral et mental. Est-ce que tu peux nous parler de l'énergisation du corps supramental? Oui. Ça répond. Oui, alors vas-y, fais-le. Ah! Je pensais que ta question finissait là. Oui, c'est ça, ouais. Bon, premièrement, l'homme... Encore, je répète une fois aussi que ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec le vocabulaire employé ici ou quelquefois ailleurs, faut pas s'en inquiéter si on persévère 2, 3, 4 fois ou si on achète 2, 3 cassettes ou si on lit 2, 3 bouquins disons, de nature à se rapprocher de ce qu'on fait ici au niveau de psychologie ésotérique, psychologie évolutive, on finit par tout comprendre. Et c'est normal qu'on ait un vocabulaire particulier parce que les autres mots n'expliquent pas convenablement ce que nous avons découvert et ce que nous voulons expliquer. Et si on finit par comprendre ce vocabulaire, on arrive à communiquer plus rapidement, plus directement et ça va mieux.
Parce que l'ego psychologique, même les psychologues ont de la misère encore à le cerner. Alors, à un moment donné, nous autres, on a décidé qu'on définissait. Quand j'ai nous autres, je parle pas juste de moi, je parle de l'ésotérisme. On a défini ce qu'était l'ego, on a défini ce qu'étaient certaines choses, et maintenant, on emploie ce vocabulaire. Mais on se comprend mieux. Et ceux qui ne comprennent pas encore, prenez patience. De toute façon, si énergétiquement, ça vous plaît ce qui se passe ici ce soir, si énergétiquement, ça vous plaît ce qui se passe chez vous, ben, c'est pas le vocabulaire qui doit vous empêcher de venir ou de poursuivre dans cette démarche, parce que c'est l'énergie qui compte. Le vocabulaire, ça va venir, et ça va vous permettre de clarifier votre pensée, de clarifier votre parole, puis ça va être plus facile. Alors, c'est normal qu'on ait un vocabulaire particulier. Quand on emploie la vie, ben la vie est passée tellement de choses qu'on ne sait plus ce qu'on dit. Quand on emploie Dieu, c'est passé tellement de choses qu'on ne sait plus non plus ce qu'on dit. D'ailleurs, hier, on avait un interlocuteur qui nous parlait de l'esprit. Et qui disait, oui, mais lorsque l'esprit intellectuel humain domine, il empêche complètement l'esprit de s'exprimer. Mais le problème, c'est que l'esprit ne peut pas s'exprimer, parce que l'esprit, c'est ça qui nuit à l'homme, l'esprit. Puis si l'esprit pourrait s'exprimer, ben l'homme serait libre. Ben là, j'essayais d'y faire comprendre que là, il prenait le même mot pour définir deux choses. Puis que nous autres, on a deux mots différents pour définir ces deux choses différentes-là. Puis esprit, pour nous autres, ça veut dire d'autres choses. Alors, c'est ça qu'il faut faire attention. On parle de corps physique, de corps vital, de corps astral, de corps mental et de corps supramental. Bon. Comment énergiser son corps supramental? On n'énergise pas son corps supramental parce que le corps supramental, ce n'est pas un corps qui peut être désénergisé. C'est un corps qui va explorer, qui va expérimenter la nature de l'homme dans un domaine où l'homme ne peut pas expérimenter la nature supramentale pour l'instant. De ce fait, l'homme psychologique ne peut pas expérimenter la nature supramentale. De ce fait, l'homme psychologique ne peut pas capter et épuiser l'énergie supramentale. Par contre, l'énergie supramentale ne forcera pas une barrière psychologique humaine pour venir chez l'homme l'instruire. Qu'est-ce que l'énergie supramentale? C'est ça que tu écrivais, non? Qu'est-ce que l'énergie supramentale? L'énergie supramentale, c'est, pour ne pas rentrer en gros dedans, on va y revenir avec l'homme nouveau dans les prochaines conférences de toute façon, et un peu et pas mal la semaine prochaine sur la fusion des corps, parce qu'on va parler aussi de cette fusion avec l'énergie supramentale. L'énergie supramentale, on peut la définir simplement, disons ce soir, comme l'énergie de l'intelligence instantanée ou de l'intelligence active. Lorsqu'un être psychologique cesse d'avoir un ego qui barre le contact supramental, lorsqu'un être est capable de s'assumer de par lui-même, tout à l'heure, ce qu'on parlait à un moment donné, là, vous n'avez plus besoin de demander à l'autre l'autorisation d'être bien, de demander à la collectivité l'autorisation d'être heureux, c'est-à-dire de ne pas savoir si vous êtes normal. Lorsque vous arrivez à savoir de par vous-même ce que vous êtes et de faire de par vous-même ce que vous croyez que vous devez faire parce que vous êtes dans votre intelligence, normalement, ça ne sera pas long que quelque chose de nouveau va apparaître chez vous et vous allez commencer à voir clair et à avoir des réponses à des questions que vous vous êtes déjà posées. Mais vous allez commencer surtout à poser des questions que personne ne se pose. Et lorsque l'homme arrive à se poser des questions que personne ne se pose, c'est qu'il est présentement désassujetti de la conscience collective, donc il ne se pose pas des questions collectives, et il est en train de faire connaissance avec une autre forme d'énergie que nous pouvons appeler temporairement l'ajusteur de pensée, une forme d'énergie qui est créée par le contact de l'énergie supramentale avec le contact mental de l'homme, énergie qui va ajuster la pensée de l'homme. Énergie qui va ajuster le contact entre l'homme et l'énergie supramentale. Et cette énergie supramentale, ce n'est pas de l'énergie divine qui va venir sauver l'homme ou patati patata. C'est une énergie qui est totalement constituante de l'homme non planétaire. Donc, cette énergie tend à devenir planétaire, donc elle tend à être planétarisée par l'homme, à la condition que l'ego de l'homme disparaisse chez lui. On n'énergise pas l'énergie supramentale. Par contre, lorsque l'homme est capable de sauver son énergie chez lui, comme on l'a vu ce soir, l'homme augmente en énergie. Augmentant en énergie, il augmente en connaissance. Augmentant en énergie, il est capable de supporter une énergie plus forte. Supportant une énergie plus forte, il va créer l'ajusteur de pensée, c'est-à-dire qu'il va permettre à cet ajusteur de venir se fusionner chez lui. Et cet ajusteur ne le détruira pas parce que l'homme est suffisamment connaissant, suffisamment énergisé, suffisamment lumineux, mettez le terme que vous voulez, pour pouvoir résister.
Et là, l'homme sera capable d'avoir un contact avec l'énergie supramentale de façon à ne pas devenir fou, de façon à ne pas en mourir, de façon à ne pas être brûlé, de façon à ne pas éclater. Cette personne va être capable. Comment l'énergie supramentale pourrait faire éclater quelqu'un? Ben, c'est pas compliqué tellement. Si présentement, instantanément, vous seriez capable de me dire avec une précision totale combien il y a de personnes emprisonnées sous un building particulier de Mexico. Je vous pose la question et tout d'un coup, vous le voyez clairement puis vous le dites. Puis là, vous téléphonez, là, puis ils vont vérifier, puis vous avez totalement raison. Pensez pas que vous allez être heureux. Vous allez tellement vous sentir anormal que vous risquez de devenir fou et folle. Si à un moment donné, on vous dit, n'importe quoi, vous êtes capable de tout savoir instantanément partout sur la planète. Instantanément de tout savoir. Vous ne pourrez pas le faire. Vous allez tout perdre la tête. Parce que vous n'êtes pas prête énergétiquement à assumer une énergie de cette puissance. Un savant a plus d'énergie mentale, donc il peut connaître des choses sur un point de vue plus vaste. Il peut parler d'astrophysique, il peut parler d'atomes, il peut même spiritualiser l'atome. Ça a une connotation réelle chez lui. Il le sait, il le fait, il le vit, ça explique des choses. Mais pas chez l'homme conventionnel. L'homme conventionnel doit donc ramasser suffisamment d'énergie et cette énergie va être ajustée par l'intelligence supramentale, de façon à ce que l'homme, goutte à goutte, puisse avoir ses illuminations, sans se prendre pour un autre, et sans devenir fou, ce qui sont évolutivement, approximativement la même chose, des freins d'évolution. Alors, on n'énergise pas l'énergie supramentale, par contre, on peut énergiser le contact supramental, c'est-à-dire qu'on peut énergiser notre mental, c'est-à-dire qu'on peut cesser de gaspiller nos énergies. L'homme est suffisamment bien fait. Si l'homme fait ce qu'il a à faire, si physiquement il fait ce qu'il a à faire, si vitalement il fait ce qu'il a à faire, si psychologiquement il fait ce qu'il a à faire et pas plus, et si mentalement il fait ce qu'il a à faire, l'homme aura un contact supramental qui sera rapide. Les apôtres en ont eu un. À un moment donné, on parle de l'Esprit Saint ou du Saint-Esprit, un esprit non coloré, un esprit pur, et pas un esprit humain qui se croit, un esprit pur, alors c'est la même chose. À un moment donné, l'homme a des connaissances qu'il n'a pas expérimentées, et ça c'est l'apanage de l'homme nouveau. L'homme nouveau sera totalement un être qui aura la connaissance de choses qu'il n'a pas expérimentées. Est-ce que c'est nécessaire réellement d'expérimenter pour savoir? Chez l'homme égoïque, oui, parce qu'il ne se truste pas. Il truste tout le monde, sauf lui. Alors, lorsqu'il se dit, bon, mais tel champignon, il est peut-être toxique, celui-là, mais il n'est peut-être pas. À un moment donné, l'homme va prendre un champignon, puis il va dire, oui, non, celui-là, il est comestible. Ah, l'as-tu déjà mangé? Non. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il est comestible? Il est comestible. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'est pas comestible? Tu le manges, puis il est comestible. Puis un autre champignon, tu ne le manges pas, lui, il est vénéneux. Ça, c'est pas encore comprenable par l'homme du poisson. C'est même pas, l'homme du poisson va déifier des personnes, va rendre saintes, va vouloir béatifier des personnes qui ont vécu ce contact. Au lieu... Malaise, la chaleur, peut-être. Bon, je vais m'en occuper, ce sera pas long, puis je vais revenir. N'inquiétez pas, Daniel a travaillé des années et des années dans les ambulances. Il a été ambulancier pendant 3-4 ans.